Le mardi 8 octobre 1912 s'ouvrait à Montréal la première exposition pour le bien-être de l'enfance au Canada. À 20 heures, 600 enfants ont chanté ensemble dans la cour centrale du manège militaire de la rue Craig. Les chœurs étaient composés de 300 enfants des écoles anglo-protestantes et de 300 enfants des écoles catholiques françaises. Leurs voix ont résonné dans la grande salle où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour assister à cette fête brillante, marquant l'ouverture de ce grand événement qui allait rassembler les Montréalais de toutes origines et de toutes croyances pour la cause de la sauvegarde de l'enfance. Les enfants ont chanté des hymnes nationaux, donnant ainsi le ton à une série de démonstrations qui allaient avoir lieu pendant les 2 semaines de l'exposition. Cet événement spécial a accueilli une foule de politiciens, d'industriels, de représentants de la magistrature et d'hommes de profession libérale, mais toutefois, le soir de l'inauguration de l'exposition, la foule était composée d'un nombre écrasant de femmes. Les représentantes de sociétés philanthropiques féminines de Montréal étaient assises au premier rang, mais de nombreuses mères étaient également présentes dans la salle. De plus, des milliers d'enfants étaient assis dans les gradins pour applaudir le spectacle, mais peinaient à rester silencieux, enterrant les discours des organisateurs et des invités d'honneur. L'ambiance était vraiment à la fête. L'exposition pour le bien-être de l'enfance de Montréal a connu un grand succès populaire tout au long de ces 14 jours d'octobre 1912. Cet événement de grande envergure a été organisé par des réformateurs progressistes provenant des principales communautés composant Montréal au début du 20e siècle, soit anglo-protestantes, franco-catholiques et juives. Il se voulait inclusif et rassembleur pour une cause surpassant toutes les divergences culturelles. Cette organisation communautaire s'appuyait et s'ancrait dans un modèle américain d'exposition faisant la promotion du bien-être des enfants et la prévention des maladies et de la mortalité infantile. La couverture médiatique omniprésente tout au long des 2 semaines de l'exposition démontre le succès public de l'événement. Plus d'un siècle plus tard, il subsiste par contre peu de traces de l'exposition. Cette communication vise à analyser le succès populaire de l'exposition pour le bien-être de l'enfance de Montréal à travers l'écho des médias de l'époque. Après avoir fait une description de l'exposition et de son contexte, nous verrons comment différents journaux représentaient l'exposition et comment ils ont contribué à la réussite de l'événement. Nous analyserons aussi l'impact immédiat et le climat ambiant de l'exposition à travers l'écriture journalistique. Cette étude permettra de mettre en lumière le court succès populaire de l'exposition pour le bien-être de l'enfance, démontrant comment la cause des enfants a su unir et réunir les citoyens de la métropole. Le tournant du 20e siècle a vu émerger de nombreux mouvements de réforme sociale en Amérique du Nord et a été le témoin d'une importante évolution scientifique. La nouvelle santé publique s'est développée avec l'arrivée des connaissances médicales novatrices et la compréhension des microbes responsables des maladies. En l'absence de remèdes pour de nombreuses infections, la prévention est devenue la principale stratégie de santé publique. De même, au début du 20e siècle, alors que la population ouvrière s'entassait de plus en plus dans les villes aux conditions sanitaires problématiques, les réformateurs et les spécialistes de la santé publique ont développé de nombreux outils pour éduquer la population. Comme l'explique Jennifer Lisa Koslow dans son livre sur les expositions sur la santé publique de l'ère progressiste, leur stratégie était souvent destinée aux femmes, étant donné leurs attentes genrées des réformateurs, et elles reflétaient leurs billets de classe et leurs préjugés à l'égard de la classe ouvrière. Les réformateurs ont créé des brochures et des conférences, mais ils en sont venus à privilégier le matériel éducatif visuel en raison de leur vision réductrice de la capacité de la classe ouvrière à comprendre et à traiter des informations textuelles complexes. Les films, les images, mais aussi les expositions sont devenus les outils favoris des réformateurs de la santé. Koslow note que le recours au visuel pour l'éducation sanitaire populaire a convergé avec la commercialisation des divertissements populaires. Ainsi, parallèlement aux foires mondiales et locales de l'époque, les expositions étaient utilisées comme des outils de marketing et de communication pour diffuser des connaissances scientifiques, autant que pour promouvoir les valeurs et les idéologies de leurs organisateurs auprès de la population générale, mêlant éducation et divertissement. Alors que les réformateurs nord-américains se préoccupaient de la santé publique en général, ils ont constaté que les enfants constituaient le groupe le plus vulnérable dans l'environnement urbain, où les taux de mortalité étaient choquants. Simultanément, la vie familiale évoluait, les enfants devenant plus précieux sur le plan affectif dans le contexte d'une enfance plus chaleureuse et enrichissante. De nombreux réformateurs
ont adhéré au mouvement de sauvegarde de l'enfance, dont l'objectif était d'améliorer le bien-être des enfants par l'utilisation de méthodes préventives. C'est dans ce contexte que les expositions pour le bien-être de l'enfance ont été développées aux États-Unis en 1911. Elles apportaient une réponse locale à des problèmes d'enfance plus globaux ou nationaux engendrés par l'industrialisation. En venant à suivre le modèle américain, chaque exposition pour le bien-être de l'enfance était une entreprise locale organisée par une communauté désireuse de promouvoir la réforme de la santé publique et la connaissance de la santé, de l'hygiène et du bien-être des enfants. C'est ainsi que Montréal a décidé de mettre sur pied la première exposition pour le bien-être de l'enfance au Canada, s'inscrivant parmi les précurseurs et les plus grandes expositions de l'époque. Concrètement, l'exposition comprenait plusieurs sections thématiques touchant au bien-être de l'enfance à Montréal, préparées par des comités d'experts et de bénévoles. On prévoyait que la visite se fasse selon un ordre précis. De même, on en apprenait sur la santé de l'enfant, puis le foyer, l'environnement et la ville, l'école et les mouvements éducatifs, les loisirs, la formation religieuse et morale, la charité, la loi et le travail. Des guides parlant plusieurs langues étaient disponibles sur place pour expliquer le contenu de façon plus approfondie aux visiteurs. Ce type d'exposition attisait tous les sens des visiteurs qui s'y présentaient. Le bruit des démonstrations et des performances, des cris des enfants excités par l'air de jeu reproduit dans le manège militaire, des différentes langues parlées dans la foule emplissaient les oreilles. Alors que le toucher était stimulé par les textiles et les jouets exposés, mais aussi par la proximité physique avec les autres visiteurs qui engendraient des coups de coude ou des orteils écrasés. L'odeur des corps entassés se mêlait à celle des démonstrations culinaires se répandant dans le hall. Et surtout, la vue de nombreuses répliques de salles de classe où les enfants participaient à la présentation de leurs compétences dans des expositions vivantes, puis des panneaux et d'affiches remplis de photos et de graphiques à travers la foule dense captivaient les visiteurs. Dans chaque section de l'exposition, les murs étaient tapissés de photographies et d'informations. Les yeux des visiteurs étaient submergés par des représentations dramatiques d'enfants malades et de maisons délabrées, ainsi que par des titres et des statistiques alarmantes, leur laissant une vive impression des dangers de la ville pour ces enfants. Les journaux ont les journaux ont à la fois fait état et contribué au succès populaire de l'événement. Ils ont entre autres fait la promotion de l'exposition et de ses différentes sections, du matériel présenté, des démonstrations qui ont eu lieu et des éminents visiteurs. Ils ont déclamé l'important achalandage quotidien. Certains journaux ont aussi profité du sensationnalisme de certaines présentations pour attirer les lecteurs. Nous nous sommes penchés sur 6 journaux montréalais qui publiaient quotidiennement en octobre 1912, soit La Presse, Le Devoir, La Patrie, le Montreal Gazette, le Montreal Star, le Montreal Herald. Chacune de ces publications a fait la promotion de l'exposition au cours des 2 semaines. Chacune endossait le message des réformateurs quant à l'importance de la sauvegarde de l'enfance, de la tenue d'une exposition pour réduire la mortalité infantile et informer la population. Par contre, ces journaux véhiculaient aussi d'autres messages et utilisaient diverses stratégies pour le faire. Véritables alliés de l'exposition, La Presse, Le Devoir et La Patrie publiaient le programme du jour ou du lendemain tout au long de l'exposition. Ils présentaient aussi les conférences et les cliniques pour bébés ou dentaires à venir. De plus, ces journaux répétaient sans cesse le nombre de visiteurs depuis l'ouverture. Ils avaient en commun de présenter un discours liant l'idéologie nationaliste et les enfants, ce que les historiennes ont présenté comme étant typique du début des années 1900, alors que les enfants étaient décrits comme l'avenir de la nation. La presse était très descriptive dans sa couverture de l'exposition. Les journalistes étaient même des messagers pour les organisateurs, relayant l'information quand on le leur demandait. Le journal prenait soin de mentionner l'emplacement précis des cours ou des conférences présentées, afin d'encourager les gens à assister régulièrement à l'exposition. L'accent était mis sur les Canadiens français, mettant souvent de l'avant le nationalisme. La presse mentionnait fréquemment la grande affluence et insistait sur l'invitation faite aux mères de famille de se rendre à l'exposition. Par exemple, dans un article publié le 7 octobre dans la presse, le journaliste faisait appel à la fibre patriotique et religieuse des lecteurs en disant, et je cite, « Sauver l'enfant. Voilà le grand problème des nations à l'heure actuelle, car l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain, c'est l'espoir et l'avenir de la patrie. »
Il ne suffit pas qu'ils naissent. Il faut surtout qu'ils vivent et dans des conditions telles qu'il acquiert le plein développement de ses forces intellectuelles, morales et physiques pour d'abord accomplir sa propre mission dans le monde et pour ensuite devenir la source d'une nouvelle génération pleine de santé, de force et de vertu. Fin de la citation. Il citait ensuite l'archevêché de Montréal, dictant aux catholiques de visiter l'exposition et d'appliquer ses leçons dans les foyers. Ce journal avait donc un message incitatif pour les Canadiens français qui mettait l'accent sur l'information véhiculée par l'Expo. Le Devoir est un journal nationaliste qui qualifiait l'exposition d'œuvre d'inspiration véritablement patriotique et encourageait lui aussi les parents à visiter l'exposition. À travers sa couverture, il a souligné à plusieurs reprises l'œuvre d'institutions montréalaises dans leur travail de sauvegarde de l'enfance, comme l'Hôpital Sainte-Justine et l'Institut Bruchésie. Le Devoir a aussi présenté une série de courtes entrevues pertinentes avec différents artisans de l'exposition sur leur vision de la possibilité d'une œuvre permanente de puériculture à Montréal. Par le fait même, le journal a donné un accès direct aux discussions qu'engendrait l'événement chez les réformateurs pendant l'exposition. La majorité des organisateurs s'entendaient pour dire qu'un musée permanent accueillant des conférences pour les mères chaque semaine serait une bonne idée pour Montréal. Le Devoir était un allié pour les organisateurs, prenant parti pour la cause de l'enfance et offrant des descriptions immersives aux lecteurs. À travers des textes plus moralisateurs, la patrie portait un jugement sur les mères qui avaient, selon leur dire, le devoir de se rendre à l'exposition pour visiter et assister aux démonstrations et conférences. Les textes s'adressaient souvent directement aux parents. Par exemple, dans une chronique du 14 octobre 1912 signée Madeleine, l'auteur parle de sa visite à l'exposition, racontant avoir vu des mères de milieux aisés et modestes côte à côte s'émouvoir des mêmes misères et s'informer pour l'avenir des enfants. Soulignant l'importance de cette éducation qu'on retrouve dans la section sur le soin des tout-petits, étant donné l'importance de la mortalité infantile, et se présentant comme l'allié du, et je cite, bon docteur dans son évangélisation active et si noble, fin de la citation, elle poursuit en accusant les mères d'être égoïstes, faibles et capricieuses lorsqu'elles cessent d'allaiter leur bébé. Le texte de Madeleine représente bien le discours de l'époque entourant la médicalisation de la maternité, alors que les femmes étaient la cible d'initiatives de réforme voulant que les mères ignorantes soient tenues responsables de la santé et du bien-être de leurs enfants, même si la pauvreté était souvent la cause. La patrie faisait ainsi la promotion de l'éducation des parents à l'exposition à travers un discours réformateur présentant un billet de classe et de genre. Le Montreal Gazette était un journal plus descriptif que la patrie. Des articles détaillés, clairs et précis présentaient les informations recueillies à l'exposition et ce qui se passait au quotidien au manège militaire. On y donnait des détails sur les activités, sur le nombre de visiteurs à chaque jour et aussi sur l'expérience des visiteurs. Le Montreal Gazette était très bien écrit. En comparaison aux autres, les journalistes ne portaient presque aucun jugement négatif et rapportaient les faits. Le journal notait par exemple que les parents étaient au rendez-vous pour voir leurs enfants performer, qu'il y avait un intérêt marqué des nombreux visiteurs réunis autour de démonstrations dans les kiosques et proposait des estimés de foule dans la journée. Le journal donnait beaucoup de détails dans ses descriptions, permettant aux lecteurs de bien saisir les messages transmis par l'exposition. Tout comme le Montreal Gazette, le Montreal Star offrait de son côté des articles plutôt descriptifs dans sa couverture quotidienne. Le journal rapportait beaucoup de chiffres quant à la fréquentation de l'exposition ou encore le nombre de bouches examinées chaque jour par les dentistes ou de bébés gardés à la crèche de l'expo. Le Montreal Star faisait clairement l'éloge de l'ampleur du travail accompli pour organiser un tel événement, mettant en lumière différentes parties tout au long de sa couverture. Au cours de l'exposition, la rédactrice de la rubrique féminine du journal, Agnès Chesley, a écrit quelques chroniques pour s'indigner tantôt du manque d'air de jeu pour les enfants en ville, tantôt de l'absence d'informations sur le travail des jeunes filles à l'exposition. La Gazette était donc aussi un ami de l'exposition qui publiait des articles informatifs, reproduisant les informations véhiculées et s'attardant au succès populaire. En contraste, le Montreal Herald était très intéressé par le sensationnalisme. Soutenant la cause de l'exposition et présentant de nombreux faits, de nombreux grands titres portaient toutefois sur des sujets que les autres journaux n'avaient pas pris la peine d'aborder ou avaient choisi d'ignorer. Par exemple, dans le premier article sur l'exposition,
on parlait d'une affiche présentant les dangers de certains médicaments qui rendaient les enfants malades et qui aurait pu mener à des mesures juridiques contre l'exposition alors qu'un représentant d'un de ces sirops en avait fait la menace. Le sujet des sirops apaisants revient d'ailleurs dans la couverture de l'expo par ce média, alors qu'il semble très peu pertinent. D'autres articles sensationnalistes parlaient tantôt d'une femme s'étant évanouie après avoir vu une photo de sa maison présentée comme un repère de gang, ou encore d'un conflit entre deux mères réclamant le même bébé en fin de soirée à la crèche de l'exposition. Le Montreal Herald s'intéressait donc à l'exposition et soutenait la cause autant que les autres journaux, mais privilégiait une approche sensationnaliste. En général, les quotidiens montréalais ont offert une grande vitrine médiatique à l'exposition pour le bien-être de l'enfance. Cette couverture a définitivement contribué à la réussite de l'événement. Alors que Le Devoir et le Montreal Gazette n'accompagnaient pas leurs articles de photos, la presse publiait quelques photos ou illustrations sporadiques, tout comme La Patrie et le Montreal Herald. Le Montreal Star se démarquait des autres journaux par l'abondance des photos publiées au cours des 2 semaines. Il publiait par exemple une photographie soulignant le succès de la soirée d'ouverture, montrant une vue à vol d'oiseau de la salle d'exercice bondée, remplie d'individus, indiscernables dans une marée humaine, ou encore un grand montage photo sur la première page du 2e cahier de sa publication du samedi 19 octobre, animant la curiosité du visiteur et encourageant plusieurs à venir voir l'exposition de leurs propres yeux. Par leurs textes et leurs images, les journaux ont mis en relief l'ampleur de l'exposition et l'importance de la sauvegarde de l'enfance à Montréal. En martelant ce message chaque jour, ils ont participé à amener les visiteurs au manège militaire. Ils ont d'ailleurs rapporté sans relâche l'afflux de visiteurs. 31 204 visiteurs en date du 11 octobre, 150 000 visiteurs en date du 15 octobre, 250 000 visiteurs le 19 octobre, 311 328 visiteurs le 21 octobre. Comme l'a écrit la presse le 21 octobre, et je cite, « Le peuple a répondu à l'appel ». Fin de la citation. En plus de parler des foules impressionnantes, les journaux ont aussi écrit sur la réussite de l'événement. Ils ont tous fait l'éloge des performances des enfants à l'exposition. Une semaine après l'ouverture, un journaliste de la presse a fait état de ce succès. Et je cite, « La foule était tellement dense hier soir à l'exposition pour le bien-être de l'enfant que, par 2 fois, les barrières d'entrée furent rompues. » Fin de la citation. Un article du Devoir du 19 octobre affirme que, et je cite, « Le succès de l'exposition d'hygiène infantile dépasse les espérances des plus optimistes. » Fin de la citation. Au lendemain de la fermeture de l'exposition, le Montreal Gazette conclut en affirmant que l'événement était un succès à tous les égards, soulignant qu'il n'y a pas eu de bagarre entre les institutions travaillant sur l'exposition, ni d'incidents ou d'accidents à l'exposition. Les organisateurs de l'exposition pour le bien-être de l'enfance de Montréal ont réussi à attirer les Montréalais et surtout les Montréalaises à l'exposition. Les invitations répétées des journaux ont porté fruit. Pour la cause des enfants, la ville s'est mobilisée au cours de ces 2 semaines d'octobre 1912. Par contre, l'événement aura été éphémère et n'aura pas eu de grande portée dans les mois qui ont suivi. Les associations philanthropiques cesseront de collaborer et l'œuvre de puériculture permanente ne restera qu'une idée, faute de budget. À la fin de 1915, 10 grandes expositions sur la protection de l'enfance avaient été organisées aux États-Unis, avec plus d'1,5 million de personnes ayant assisté à ces événements communautaires populaires. À Montréal, c'est environ 350 000 personnes qui ont visité l'exposition. Montréal aura donc été un précurseur au Canada et en Amérique du Nord en organisant cet événement de grande envergure et aura montré au reste du monde qu'elle était à cet égard moderne et bien de son temps. Je vous remercie de votre attention.